si ça entrave un tout petit peu la possibilité des personnes qui nous font l'honneur d'intervenir. Donc sans trop attendre, on va ouvrir notre séance de l'après-midi, qui est une séance importante puisque on a déjà évoqué un certain nombre de points sur la recherche, sur les publications, sur les modes d'intervention en quelque sorte des chercheurs dans un contexte difficile de crise, et sur également la relation entre la recherche et tout ce qui relève de l'expertise également politique, donc de tous les arbitrages. Je donne Emmanuel, de suite. En oui. fait, Oui. C'est extrêmement haché. D'accord, mais on s'entend bien, il y a des moments. L'important, c'est qu'on t'entende toi. Parce que nous, on t'entend bien, apparemment. On te voit. Oui. Voilà, l'important, c'était juste pour introduire le propos, le temps que les personnes s'installent. Et je te donne immédiatement la parole en te remerciant donc d'être parmi nous. Donc, Yazdan est directeur de l'ANRS, membre du conseil scientifique. On a entendu ce matin le président du conseil scientifique et tout à l'heure un autre membre va s'exprimer aussi en tant qu'anthropologue. Je te donne de suite la parole en te remerciant d'être parmi nous. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme c'est haché, je ne sais pas exactement quand tu as fini. Tu peux intervenir maintenant, j'ai fini. Et nous, on t'entend parfaitement. On a un problème un peu technique. Il y a un retour. Et voilà. Est-ce que tu as un retour son? Mais tu ne vas plus l'avoir dans un instant. Mais nous, on t'entend parfaitement. D'accord. Très bien. Mais je vais commencer. Alors, j'ai quelques diapositives que je vais essayer de partager. Je ne sais pas si c'est moi qui partage. Je l'ai chargé, mes diapositives. Il y a des diapositives. Est-ce que vous voyez mes diapositives? Parce que j'arrive pas à me... Non, on ne voit pas. Ah, ça y est. Ça y est. C'est bon, on voit, mais il y a un écho. Alors, l'autre truc, c'est que est-ce que vous pouvez fermer le micro de la salle pendant que je parle parce qu'il y a un écho? On le fait. Voilà, donc là, je pense que vous devez m'entendre. C'est mieux, mais il y a toujours un écho. Oui, il faut que juste fermer les... Très bien, il faut juste que vous fermiez le micro de la salle parce que sinon on a une écho. Voilà, maintenant j'ai l'impression que vous avez coupé, donc c'est très bien. Et donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et pour être là avec vous pendant cette colloque. Je voulais aussi m'excuser de ne pas être avec vous dans la salle, malheureusement, aujourd'hui, parce que maintenant que tout s'ouvre, c'est vrai que on a envie de revenir à la normale. Mais en tout cas, merci. Le sujet qui m'a été confié, c'est les essais cliniques dans un contexte d'incertitude et d'urgence, en sachant que la difficulté de conduire des essais cliniques a été identifiée depuis bien longtemps, je dirais, depuis, en tout cas pour beaucoup de gens, depuis l'épidémie de SARS numéro 1, où finalement l'épidémie s'est terminée et il n'y a eu aucun essai clinique. C'est un peu pas loin aussi pendant l'épidémie ou la pandémie de H1N1, où on a eu les mêmes choses. Donc, il y avait un certain nombre de choses qui ont été mises en place pour essayer d'améliorer les choses. Mais diapositive suivante, ce qui s'est passé pendant cette crise. Alors, apparemment, est-ce que je peux moi-même... Voilà, ce qui s'est passé pendant cette crise, en fait, c'est que on a eu très rapidement de nombreuses initiatives isolées, sans réelle vision de global, pas qu'en France, partout. Une dispersion importante des forces et des moyens, une duplication entre les projets. L'épidémie Covid était très importante et donc en fait finalement on a eu un peu partout des essais cliniques,
sans coordination qui se sont mis en place. Diapositive suivante, parce que j'arrive pas moi à faire passer. Et en fait, est-ce que c'est possible de passer voilà. Donc, en plus, cette profusion des essais cliniques a eu comme effet une saturation des capacités en recherche clinique. Et si on regarde la diapositive suivante, vous allez voir, c'est une diapositive que les gens de l'OMS présentaient au début de la crise, au mois de juin 2020, après la première, où vous voyez deux choses. Un, le nombre important d'études. Le fait que la moitié des études au mois de juin qui devaient avoir lieu, ils n'avaient même pas commencé. Le fait qu'il y avait un nombre absolument ahurissant des essais sur les mêmes drogues. Là, vous voyez, alors c'est probablement petit, hein, mais vous voyez en haut le gros, où il y a 200 études rien que sur l'hydroxychloroquine. Donc on s'est retrouvé cette fois-ci avec un nombre très important d'études et par ailleurs des médicaments qui étaient des médicaments repositionnés. Et je reviendrai là-dessus aussi parce que c'était quelque chose d'important. Et on a l'habitude de dire, mais la France, il n'y a pas que la France. Hein, mais partout, c'était très important ce problème de l'absence de coordination. Diapositive suivante. Alors, comment essayer de faire, diapositive suivante, comment essayer de faire, alors ça, c'est on peut passer, diapositive suivante, en tout cas, on a envie de ne pas voir. Alors, comment essayer de faire différemment? Alors, non seulement il y a eu des études sans coordination partout dans le monde, et je le raconte souvent cette histoire-là où, au mois de juin, les ministères nous ont demandé, nous, Reacting, au sein de l'INSERM, d'essayer de voir s'il ne fallait pas arrêter les 17 études hydroxychloroquine qu'on avait en France. Et donc, on a commencé à avoir chacun des investigateurs. Et je me rappelle, il y a un des investigateurs est venu avec le directeur adjoint ou quelque chose au niveau de la région, sa région. Et j'ai eu comme réponse que la région lambda ne peut pas avoir son étude autour d'hydroxychloroquine. C'était aussi cette pandémie, l'occasion aussi, chacun voulait en gros trouver le médicament miracle et se faire voir. Donc, c'est aussi un des problèmes de coordination. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est que les gens commençaient à faire des grands essais cliniques sans même passer par les étapes précliniques. Et je pense que même en urgence, ça c'est le premier message, même en urgence, il faut quand même qu'on ait un minimum d'études précliniques avant de s'en lancer dans les grandes études. Alors, je vais plutôt parler de traitement, mais bien sûr, pour le vaccin, c'est la même chose. Donc, des études in vitro, et on sait que les études in vitro, c'est pas les mêmes. Il y a des différentes typologies d'études in vitro, c'est pas les mêmes preuves de concept que chacun de cela. D'autre part, il est important aussi d'évaluer ces médicaments-là dans les études in vivo. Et c'est pas parce que on a une molécule comme Kaletra ou hydroxychloroquine ou l'interféron qu'on connaît et qu'on connaît la sécurité, c'est pas une raison pour ne pas évaluer ça sur les modèles animal ou in vitro bien avant de passer. Et diapositive suivante, et ça c'est le premier truc qu'on a essayé de faire, on a essayé de mettre en place un modèle animal qui a été mis en place par le CEA et par l'équipe de Roger Legrand sur les primates pour essayer d'évaluer. Alors, cet article-là qui montre que l'hydroxychloroquine ne marche pas, et d'ailleurs Kaletra non plus, ça date de avril 2020. Donc, vous voyez, c'était avant les essais, les résultats des essais cliniques qui sont sortis au mois de juin, mais malgré tout, c'était plus précoce. Et je pense que il faut absolument, et il faut faire très attention, il faut absolument faire attention de faire les choses dans l'ordre, même si on est dans l'urgence. Diapositive suivante.
L'autre chose, c'est qu'il faut qu'on essaye de travailler tous ensemble. Et moi, je pense personnellement que malgré tout, l'organisation internationale, il faut qu'on fasse un effort global. Et l'organisation internationale qui est le mieux placée pour essayer de fédérer tout le monde, même s'il y a encore des problèmes, c'est l'Europe. Nous, on a essayé, bon, vous le savez, vous avez entendu parler, avec l'étude Discovery, avoir un plateforme de recherche clinique européen avec le fait qu'on mettait, on recueillait des données beaucoup plus approfondies que l'étude OMS, qui était beaucoup plus simple à faire, mais les données simples, on les donnait à l'OMS. C'est comme ça qu'on a travaillé au début, avec des problèmes très importants au niveau européen sur lesquels je vais venir, mais l'importance d'avoir des grandes plateformes de recherche clinique pour l'urgence, c'est vraiment quelque chose qui a émergé et on a mis en place à l'occasion de cette crise un plateforme de recherche clinique européen, diapositive suivante, pour lequel au début il n'était pas en place, mais on l'a mis en place ensuite, ça s'appelle le EU Response, pour lequel on a été financé 15 millions d'euros. Au départ, ça s'appelait Discovery. On est en train d'aller vers quelque chose qui s'appelle le EU Solidact, progressivement. Et c'est un réseau, en fait, de centres cliniques pour faire la recherche en temps d'urgence. Et c'est encore mieux d'essayer de mettre ça à l'intérieur d'une plateforme de recherche au niveau international. Diapositive suivante. Là, juste sur la diapositive suivante, vous voyez un peu les pays européens qui sont actuellement inclus. C'est les pays en bleu que vous voyez. Hein. On a pas mal maintenant, on a presque une centaine de centres au niveau de 12 ou 13 pays européens. Et c'est l'INSERM qui est le porteur de ce projet au niveau européen, avec l'idée que finalement la promotion tourne entre les différents pays et qu'on applique tout le monde. Diapositive suivante, mais par contre, un des problèmes, je vais revenir sur le variole de singe monkeypox, un des vrais problèmes, et on a fait un papier pour écrire ça, c'est qu'au niveau européen, il y a beaucoup de problèmes légaux entre les différentes régulations, entre les différents pays. Ça nous met, franchement, on ne peut pas dire d'ici 48 heures, on a une étude européenne avec une autorisation, c'est quasi impossible. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire. On a le réseau en place, on a le financement qu'il faut qu'on améliore, mais le problème le plus important, c'est le problème au niveau réglementaire et au niveau légal. Nous, on est en train de travailler avec la Commission européenne et on a publié un article auquel ils ont répondu, mais on travaille pour la variole des singes avec eux. Diapositive suivante. L'autre problématique, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que pendant cette étude, on a essayé de mettre en place finalement des groupes d'études précliniques, les groupes pour des anticorps monoclonaux et des groupes pour prioriser les traitements. Tout ça avec un dispositif CABNET pour essayer d'avoir les autorisations beaucoup plus rapidement en France, si le jury scientifique était d'accord pour mettre en place. Donc on a mis en place, et ça c'était à partir de septembre, octobre 2020, voire même novembre 2020, pour essayer de fluidifier ce processus de choix de traitement, de coordination des études, de financement des études et autorisation rapide. Diapositive suivante, il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est la recherche clinique en ville, où là, franchement, on n'a pas la capacité en France de le faire. Là, vous voyez sur cette diapositive, en fait, on a très peu inclus en ville. Le seul étude qui a été capable d'inclure en ville, c'est une étude qui s'appelle Coverage, qui a inclus, alors vous ne voyez pas parce que c'est caché par la publication qui est sortie il y a quelques semaines de ça, on a inclus 400 personnes. Sur quasiment, vous voyez sur cette diapositive, plus d'1 an. Et donc, ce n'est pas bon du tout. Mais il y a des raisons et sur lesquelles je vais revenir parce qu'on n'a pas du tout été, pour l'instant, on n'a pas été du tout organisé pour faire la recherche clinique en ville, contrairement à l'hôpital. Diapositive suivante, et c'est sûr qu'en urgence, c'est important, alors que le modèle anglais,
a été capable, parce qu'ils ont, là vous voyez en bas, si j'ai marqué, ils ont fait 17 000 inclusions sur un traitement qui s'appelle molnupiravir antiviral, sur, je pense, quasiment 3 mois. Il y a quelques semaines. Alors, il y a des raisons de ça. Premièrement, ils ont fait des choses qu'on n'a jamais fait. La suspension des... en fait, ils ont suspendu tous les essais cliniques pendant la période Covid, en dehors de Covid, pour rendre les équipes disponibles. Ils ont incité l'ensemble des médecins à participer. Ils ont eu une approche très top-down où ils ont interdit un certain nombre d'études en disant non, il n'y a que ça. Ils ont soutenu de manière très active une série de plateformes d'essais cliniques, dont pour la médecine générale principale. Et en plus, ce réseau de médecine générale est déjà en place avant que la crise survienne. Donc, ils étaient vraiment organisés pour ça, et en plus, très top-down, et en plus, ils ont arrêté tout le reste. Donc, ils ont fait vraiment des choix très forts. Et par ailleurs, je pense personnellement qu'ils ont une culture de recherche sur leurs médecins généralistes et sur leurs médecins que nous, on n'a pas en France. Diapositive suivante. Et je vous disais, il y avait un réseau en place, notamment en recherche clinique. Il y avait vraiment une dynamique universitaire de soins PMR plus ancienne, très développée, et comme je vous disais, une forte culture de recherche. Par ailleurs, sur le plan réglementaire, nous, on a des problématiques réglementaires qu'il faut qu'on règle à un moment donné, d'accès aux dossiers médicaux électroniques qui, en Angleterre, a été très simple. Et ça a permis aussi d'inclure les gens beaucoup plus rapidement. Diapositive suivante. Donc, en ayant vu ça, moi j'ai reçu une lettre du ministre le 8 juin 2021 pour essayer de voir, parce que je pense qu'il faut faire un travail de fond pour essayer d'améliorer la recherche clinique en ville. Donc on a mis en place un groupe de travail avec les généralistes, avec le PRC de l'INSERM, avec les CIC, avec les pharmaciens, en impliquant aussi la NSM et CPAM. Diapositive suivante, on a rendu ça, mais avec l'idée vraiment de mettre en place un essai plateforme nationale, de mettre un réseau de recherche clinique en ville, un peu comme un réseau sentinelle de médecins généralistes pour pouvoir faire ce genre d'études, d'essayer d'avoir des centres de méthodologie de gestion qui sont tournés vers la ville, d'essayer chez ces médecins généralistes qui sont des médecins sentinelles, d'avoir un support d'architecte, ce qu'on n'a pas du tout, d'avoir des outils numériques pour faciliter, travailler sur les freins réglementaires et d'avoir un travail de fond sur les médecins généralistes pour avoir et améliorer la culture de recherche. Donc tout ça, on a rendu. Je pense que ça, pour le coup, ça va prendre un peu plus de temps, mais je pense qu'il faut un travail de fond, parce que si on veut faire la recherche clinique en urgence, à l'hôpital, je pense qu'on arrivera en mieux coordonnant, en mettant en place ce qu'on a dit à court terme. En ville, c'est un vrai travail de long cours, et je pense que c'est important de le dire. Diapositive suivante. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a une épidémie, comme vous savez, qui a commencé en Europe, qui est le variole de singe. Et la question, c'était finalement comment on applique ce qu'on a appris à cette finalement épidémie qui a démarré depuis quelques jours et qui, je ne pense pas que ça va être très long, mais qui va durer au moins 2-3 mois, quoi, en fait. Diapositive suivante. Alors, juste pour vous donner un peu l'exemple. Alors, première chose que je voulais dire, c'est que, puisque c'est un séminaire éthique, il faut qu'on fasse très attention. Monkeypox ou variole de singe est pandémique dans 9 pays africains que vous voyez ici en jaune. Personne n'en parlait. Là, tout le monde commence à en parler alors qu'on a une épidémie européenne et nord-américaine. Il faut qu'on fasse attention sur le plan éthique. Est-ce qu'on fait et ce qu'on dit? Diapositive suivante. Deuxièmement, en gros, il faut savoir que il y a les traitements que j'ai listés là, tecovirimat, cidofovir, brincidofovir, des immunoglobulines, peu importe. Ce qui est aujourd'hui très important, c'est que ces traitements, il y en a notamment le premier, tecovirimat, qui a ses autorisations en Europe par l'EMA,
mais il a été uniquement, son autorisation, il l'a uniquement sur les données animaux, mais aussi sur les données de tolérance chez l'homme. Il n'y a aucune donnée d'efficacité chez l'homme. Donc là, il y a un débat très important, parce que si un médicament est approuvé, on ne peut pas faire d'essais cliniques randomisés, mais on a demandé à l'EMA et à FDA de revenir en arrière pour dire, écoutez, peut-être qu'il faut utiliser ces médicaments uniquement dans les formes sévères, puisque la plupart des formes sont non sévères actuellement. Essayez vraiment d'avoir une preuve clinique de l'efficacité et d'essayer de lancer des études cliniques. On est en voie, on lance un cohorte européen à partir de la base de ce qu'on avait mis en place en Europe. Normalement, on doit, j'espère, avoir les autorisations la semaine prochaine et commencer une cohorte avec le traitement chez les patients sévères, diapositive suivante, mais il est vraiment très important de faire, non, diapositive précédente, vous avez sauté, voilà, il est très important de faire un essai clinique randomisé, peut-être avec un traitement simple chez les patients qui ont des formes mineures, qui est la plupart des patients, parce que les formes sont très discrètes. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on pense que ça va durer, parce qu'il y en a parfois, ils ont 1 ou 2 boutons. Donc, peut-être traiter, mais plutôt pour arrêter aussi la transmission. Chez les formes plus sévères, chez les patients les plus immunodéprimés, peut-être des combinaisons, parce qu'il semble qu'il y ait une potentiel de résistance important. On a un vaccin en nano qu'on est en train de faire. Peut-être évaluer traitement et vaccin versus vaccin. Il est important de savoir, et justement c'est là où je dis, ici pour l'instant c'est surtout les hommes qui ont des relations sexuelles notamment avec les hommes, et en Afrique c'est beaucoup des enfants, beaucoup des femmes enceintes. Donc ne pas oublier d'inclure ces patients-là dans les essais cliniques. Les patients immunodéprimés, comme c'est les patients HSH, il y a des patients VIH, donc les inclure. C'est important sur le plan éthique de mettre quelque chose de global, et on est en train, à la fin du mois, organiser une réunion pour discuter d'un essai clinique global avec les pays du Sud, les Américains, les Anglais et les Européens. Et l'importance de faire vraiment une étude qui est une étude globale qui inclut les pays du Sud et bien sûr les pays africains, et l'importance de la coordination. Diapositive suivante, et je m'arrêterai là, et je pense que quand on fait des essais cliniques en urgence, il faut absolument, d'emblée, et ça c'est quelque chose que l'OMS met beaucoup en avant et qu'il faut qu'on fasse attention, et tout ce qui montre autour de Covid, c'est l'importance de ça, c'est ne pas oublier d'emblée de travailler avec l'idée d'avoir un accès aux médicaments pour tout le monde, pour les populations vulnérables et pour les pays, notamment les pays du Sud. Voilà, je m'arrête là, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions, mais l'idée là, c'est d'essayer sur l'épidémie qu'on vient de vivre, ce qui est en train de se passer, de voir comment on est en train de s'organiser, comment il faut s'organiser, en sachant que, bien sûr, on a encore beaucoup de progrès certainement à faire. Merci beaucoup. Un immense merci. Je ne sais pas si tu nous entends. Non, il va juste... Alors, je vous entends. Je ne sais pas si... Ça va revenir dans un instant, je pense. On a un magicien de la technologie, on devrait le mettre aux affaires pour s'occuper de la pandémie. Pas. Je ne sais pas si les gens qui sont autour de l'écran entendent ou... Attends, juste... On n'a peut-être plus besoin d'avoir l'image. Si l'important, c'est le son. Ah oui. Donc Philippine, bonjour Philippine. Tu dis qu'on n'entend pas la salle. Si. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que le son est revenu? Non. Merci Christine. Voilà. Cela, même nos aléas technologiques de haut niveau, ne nous empêchent pas de partir. Emmanuel, on ne vous entend pas. Oui, oui, ben on arrive. Ah oui, c'est bon. Voilà, tu nous entends? Est-ce que le son a été rétabli? Voilà. Donc on peut t'applaudir chaleureusement.
Voilà, est-ce que tu entends les applaudissements? Je ne sais pas si tu as entendu les applaudissements. Si, j'ai entendu, c'est gentil. D'accord. On peut recommencer si tu veux pour être bien sûr que tu les as entendus. Un immense merci de ton intervention. Alors tu nous as dit que ton temps était très ramassé et on t'en remercie mille fois déjà d'avoir posé comme tu les as fait les enjeux. En plus c'était très complémentaire de ce qu'on a entendu ce matin à travers les interventions notamment de Jean-François Delfrécy et d'Antoine Flao. Tu as indiqué effectivement des points de vigilance qui vont être à développer. Alors ce que je te propose, parce que là on peut pas prendre la discussion immédiatement dans la mesure où on a une table ronde, on a d'autres interventions. Donc comme je sais que ton temps est compté, ce que je propose c'est des questions qui seraient venues, je te les enverrai par la suite pour qu'on enregistre le document, puisqu'on va sortir un document, une publication. Donc je pense que ça sera plus respectueux de ton temps compté, ça permettra d'avoir plusieurs approches complémentaires. Est-ce que tu en es d'accord ? Oui, alors, c'est très haché encore une fois. Je ne sais pas si j'ai tout entendu. J'ai entendu que vous allez passer aux présentations d'après. Moi, je resterai connecté. J'espère qu'on entend et que vous allez nous envoyer les questions pour qu'on puisse faire le document. Tout à fait. C'est bien ça. Hein. Tout à fait. Comme ça te donne ta liberté. Tu reprends ta vie après cette intervention. On va te réapplaudir pour dire vraiment qu'on a apprécié, que tu entends bien le son. Voilà. Et donc, je te ferai parvenir les verbatim des questions qui vont être échangées à la suite de la table ronde. Un immense merci en tous les cas d'avoir été avec nous, même à distance. Alors, je donne la parole de suite à Hervé Maisonneuve, qui est avec nous, qui est un des spécialistes, on peut dire reconnus au niveau international, de la réflexion sur tout ce qui est intégrité scientifique. Il nous accompagne à Politis depuis le début et je vous allez voir dans un instant pour les gens qui ont du mal à reprendre leurs esprits après le repas, il sait décoiffer les gens, même les plus rétifs à l'intégrité scientifique. Merci. Oui, vous m'entendez? Merci, mes diapos arriveront. Donc, je m'appelle Hervé Maisonneuve, je suis médecin de santé publique et j'ai un passé d'avoir présidé des associations de rédacteurs internationales. Donc, je connais un petit peu le fonctionnement des journaux et je vais vous parler essentiellement des revues scientifiques en vous prenant... Oh, j'ai pas le niveau, là. Non, j'ai pas le niveau pour faire ça. T'as vu la diapo? Oh non, moi je suis terre à terre, là. Je respecte les autres orateurs, mais je me lance pas, moi. Hein. Alors, je vais être plus terre à terre sur les aspects des journaux et j'avais un titre, si tu permets, je vais faire autre chose. Une influence déterminante. J'ai rien fait. Oui. Et il y a une erreur de diaporama. Alors, mon titre est Publication scientifique en temps réel et rôle régulateur des revues. Quand j'ai vu le titre, je me suis demandé s'il n'y avait pas une faute, parce que j'ai ajouté rôle des régulateurs des revues. Je me demande un petit peu ça. Alors, alors attendez, on le passe... c'est vous qui les passez, les diapos? Non, vous avez des flèches, non? Vous n'avez pas de flèches Elles n'apparaissent pas sur l'écran, là. Attendez, je ne la vois pas sur l'écran, la flèche. Avant, il y était ce matin. Bon, ce que je voudrais vous dire, c'est que je dois remercier certaines personnes qui m'ont aidé à publier un certain nombre de choses ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai la flèche. Un certain nombre de choses. Et puis, je me suis exprimé pas mal publiquement, à la fois sur mon blog, et puis j'ai été parmi les 10 qui ont été promis à la guillotine par nos amis du Sud, ce qui fait que j'ai appris la violence des réseaux sociaux, j'ai vu des choses inimaginables, on a été obligé de prendre des avocats, la vie a été pendant 6 mois assez compliquée, j'ai reçu beaucoup d'insultes, toutes choses comme ça, de gens qui ont épluché toute ma carrière, j'ai vu sortir des trucs, bon, peu importe, c'est pas l'objectif là, mais on apprend là un certain nombre de choses. Je remercie Eric Combe avec lequel j'ai pas mal travaillé sur tout ça. Hop. J'arrive plus à avancer là. Ah, il faut attendre un peu. Non, si vous... Voilà, il faut bien appuyer. Ah d'accord, excusez-moi. Alors, je parlerai peu de la science ouverte, puisque demain vous avez Michel Leduc qui en parle. Elle a vu mes diapos. Je dirais peut-être du mal de la science ouverte, mais elle dira du bien, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dira en bien. Ça a été un moment
incroyable au début. Toutes les revues ont reçu au minimum 2, si ce n'est 3 fois plus d'articles que normal. Toutes les disciplines ont été concernées. On pourrait croire que c'est la biomédecine ou quoi que ce soit. Bien sûr, les sciences sociales, mais ça peut être les mathématiques. Toutes les disciplines ont reçu beaucoup plus de choses. Elles ont reçu beaucoup parce que sur les revues du groupe JAMA, ils ont eu 49, à septembre, 49 soumissions d'articles. Ils en ont publié finalement 777. Et si le total ne fait pas 777, c'est pour certaines raisons, mais ils ont publié que 236 recherches. La plupart des choses qu'ils ont publiées, c'était des commentaires, des opinions. Donc, si vous voulez, il y a eu énormément d'articles, mais peu de recherches. Voilà, j'y arrive. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors, il s'est passé d'abord que le Wellcome Trust a demandé à ce que toutes les publications Covid soient en accès libre. Là, c'est bien, la science ouverte. Et elles le sont toujours aujourd'hui. Donc, on pourrait se demander pourquoi ce qu'on est capable de faire pour Covid, on ne le fait pas pour le reste. On est revenu au modèle ancien pour le reste. Il y a eu une émergence des auteurs chinois, et quand on regarde les articles, les auteurs chinois seuls. Si vous remontez 5-10 ans avant, c'était très souvent à haut niveau des auteurs chinois avec des Californiens. Et donc, ils se sont mis seuls, et puis actuellement, on voit qu'ils sont de plus en plus seuls, il se passe un certain nombre de choses. Le nombre d'articles, on ne sait pas bien. J'ai regardé juste PubMed il y a 3 jours. PubMed donnait 260 000 articles. Quand on regarde tout le monde, il y a des hypothèses, 450 000. Là, c'est sur 2 ans. 450 000 articles, ça fait beaucoup, parce qu'on ne sait pas bien combien il y en a publiés dans le monde, mais annuellement, les hypothèses sont de 2 à 3 millions, ça dépend ce qu'on prend. Et puis, autre chose, les grandes revues, et là vous avez Lancet, JAMA, se sont mis à publier des articles entiers en langue chinoise, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et actuellement, certaines gardent des rubriques en langue chinoise pure, avec des résumés anglais, et certaines avec un article aussi traduit en anglais. Mais il y a eu des articles en chinois non traduits en anglais. Donc vous voyez, il s'est passé quelque chose. Le Lancet a un bureau à Pékin. Donc ça explique aussi un certain nombre de choses. Donc il s'est passé des choses assez surprenantes. J'ai regardé la semaine dernière les préprints. Donc vous savez, ce sont les manuscrits non soumis à des revues ou soumis à des revues qui vont être publiés un jour. Le nombre de préprints aujourd'hui est d'environ 80 000. Alors, quand on regarde les serveurs de préprint et les plateformes qui les ont eus, en premier, c'est la bleue medRxiv. medRxiv a été lancé mi-2019. Après 3 à 4 ans de résistance du milieu médical qui disait les préprints, c'est pas pour nous, les anti-vaccins vont faire n'importe quoi. Donc, bioRxiv, c'est 2013, et la première archive en physique, c'est 1991-94. On voit que c'est medRxiv le premier, que c'est Research Square le second, le troisième c'est la science sociale, le quatrième c'est l'économie et le cinquième la biologie. Donc vous voyez, des disciplines au niveau des préprints sont là. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On pourra en parler si vous le voulez après. Oh là, oh là, oh là, là. Alors attendez, il faut que je reparte en arrière. Excusez-moi, j'ai un petit peu de... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les revues? Il y a eu beaucoup, au niveau des associations de rédacteurs, de séminaires qu'on a fait. Alors, il y a eu la chasse aux relecteurs, la chasse aux hot papers, le papier qui vont faire parler de nous. La publication est devenue rapide. Et regardez les chiffres du Lancet Global Health à juillet 2020. Ils ont reçu 1000 manuscrits Covid et ils ont publié 5 articles originaux. Donc, il faut voir que les grandes revues ont reçu, à n'en plus recevoir, mais je suis en train de vous dire que tous ces articles refusés par ces grandes revues, ils ont de toute façon été publiés ailleurs et mis quelque part. Il y a eu des essais ouverts, sans groupe contrôle, sans critères de jugement, non pertinents, que des revues ne prendraient pas normalement. Et quand le New England vous publie sur le Remdesivir 53 malades en ouvert, avec 55 auteurs, dont 12 de Gilead, sur 8 pays, le New England sait très très bien que cette étude ne tient pas la route. Ça s'appelle un hot paper, et vous allez le voir, ça fait monter le facteur d'impact du New England grâce à cet article dont ils savent très bien qu'il ne tient pas la route. Donc là, il s'est passé un certain nombre de choses. Au niveau des associations de rédacteurs, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce qu'on peut accepter des articles incomplets
au prix de l'urgence ou faut-il refuser? Alors, il y a eu des controverses, tout le monde n'étant pas d'accord. La plupart des rédacteurs disaient il faut rester très strict et tout refuser. Un certain d'autres dit il faut de toute façon un peu prendre. Et l'association où je suis disait il faut prendre, mais il faut dans la discussion expliquer que ça ne tient pas tout à fait la route. Ce sont des discussions extrêmement complexes. Le grand public a appris qu'on pouvait retirer des articles de littérature, et les rétractations, c'est essentiellement pour erreur honnête. Quelqu'un trouve une erreur et dit « retirez mon papier », un peu pour fraude, et beaucoup pour pratique douteuse en recherche. À ce jour, il y a 229 rétractations qui existent sur 450 000 articles. Je vous laisse apprécier ce chiffre, parce que peut-être que le vrai chiffre serait 200 000 ou 300 000 qu'il faudrait rétracter. Il faut être quand même en face de tout ça. Et je voudrais peut-être vous surprendre en vous donnant un exemple vertueux et une escroquerie. Eh bien, l'exemple vertueux pour moi, c'est ce qu'a fait le Lancet avec ce qu'on a appelé le Lancet Gate. Je vous raconte l'histoire. New England publie le 1er mai un article de données administratives d'une base à Chicago qui s'appelle Surgisphere sur 9000 cas de données administratives. C'est ce qu'on a fait sur le Mediator en allant dans les données de l'assurance maladie. Ce ne sont pas des essais cliniques, données administratives. Cet article dans le New England ne pose de problème à personne. Personne n'en parle. C'était sur des médicaments cardiovasculaires dans la Covid, peu importe de ce qu'ils ont dit. Cet article se passe bien. Le 22 mai, le Lancet, sur la même base de données, mais avec 90 000 dossiers au lieu de 9 000, avec les mêmes méthodes, publie l'hydroxychloroquine ne marche pas et a des effets délétères. Alors là, toute la composphère, tout le monde part, on en fout partout, et on dit cet article est scandaleux. Le Lancet est très mal. Moi, j'ai parlé à un des reviewers, parce que quand on a le nez, on trouve qu'il a reviewé. J'ai parlé à des gens du Lancet, ils étaient, mais alors, déprimés de cette histoire. Ça leur a fait très mal. Les reviewers ont travaillé comme jamais. La lettre de réponse de M. Mera au reviewer faisait 11 pages. Ils ont travaillé en urgence. Et finalement, sous la pression, on a voulu avoir accès aux données sources, et c'est là que je vous parle de la science ouverte. Et on n'a pas pu avoir accès aux données sources, ce qui fait que le Lancet a rétracté cet article au motif qu'on ne pouvait pas aller sur les données sources. Certains vous disent que les données étaient fraudées ou quoi que ce soit. Personne n'a la moindre preuve. Je ne suis pas en train de vous dire ni dire. Donc on l'a rétracté pour cette raison. Et dans la même heure, le Monde a rétracté son article pour lequel personne n'avait rien dit. Donc vous voyez un petit peu ce fonctionnement, je dirais dysfonctionnement, parce qu'entre nous, si on devait rétracter tous les articles pour lesquels on n'a pas accès aux données sources, il resterait quoi? Donc, c'est un problème que j'appelle vertueux, parce que je pense qu'ils se sont bien conduits. Ça leur a coûté cher, pour un certain nombre de raisons. Je vais vous montrer une escroquerie. Alors, c'est la cause de rétractation que vous aurez. Je m'excuse, je ne tape pas assez fort. Une escroquerie. Donc, il y a un article avec 38 malades de Marseille, dans une revue pilotée par Marseille, de l'IHU, qui a été le premier sur l'hydroxychloroquine, qui aujourd'hui est cité 5000 fois d'après Google Scholar. Je vous donnerai les chiffres de citation. Tout le monde est tombé sur cet article. La revue, le rédacteur en chef, il est salarié de l'IHU, et il y a plusieurs personnes de l'IHU sur le comité de rédaction. Je passe sur le fait, et vous le savez très bien, mais on pourra aller dans les détails, que ça ne tient pas la route, avec des malades de contrôle qui venaient de Briançon, d'Avignon, je passe sur les trucs, et qui n'était pas une étude clinique. C'était une étude de charge virale, d'accord? Dans la même revue, un épidémiologiste hollandais a publié que c'était irresponsable ou quoi que ce soit. Eh bien, cette revue, cet article, 2 ans après, est toujours en ligne, et il ne se passe rien. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis là, parce qu'ils n'ont pas voulu me le confirmer, mais a priori, la maison Elsevier a reçu quelques lettres d'avocats de Marseille pour leur expliquer qu'on ne pouvait pas toucher à cet article. C'est le bruit qui court au niveau des rédacteurs. Donc voilà comment ça se passe de temps en temps.
Alors, on va regarder la citation des articles Covid. Il vient d'être étudié les 40 articles les plus cités au 23 décembre 2021. Les cités de plus de 50 fois, 150 fois. Alors la plupart sont dans les grandes revues, ça ne nous étonne pas. Et je vous ai tiré les articles à cette époque-là qui ont été cités plus de 1000 fois. Alors je vais vous dire que 1000 fois c'est énorme, hein. Quand quelqu'un a un article beaucoup cité, à partir de 50 c'est déjà pas mal, 100 c'est beaucoup. Donc il y a 7 articles qui ont été cités plus de 1000 fois. Vous les avez ici, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous verrez que ce n'est que 3 essais randomisés sur les 7, que tous ces médicaments se disent marcher, mais a posteriori, les preuves ne sont pas venues là. Voilà ce qui est le plus cité aujourd'hui, ça s'appelle des hot papers. Bien sûr, vous avez un certain nombre de choses, et vous voyez que les grandes revues jouent avec ça, et que la deuxième revue, qui est la revue tenue par Marseille, va avoir un facteur d'impact dans quelques semaines qui va être... Alors, la plupart des petites études, c'est montré, n'ont jamais été confirmées. Hop, je vais essayer de terminer dans mon temps. Je ne suis pas très bon là. Hein. C'est la première fois qu'on a des preuves par l'équipe de Rennes de manipulation de revues. Et les manipulations ont été prouvées avec l'équipe de Marseille, et on a des preuves objectives avec des chiffres. Parce qu'avant on disait, il y a des gens qui manipulent les revues. Donc là, il y a tous les chiffres, vous trouverez. Monsieur Raoult, dans une de ses revues, a signé 234 des 743 articles publiés par cette revue, par exemple. 50% des auteurs sont pratiquement proches de lui. Et ce sont des revues qui ont des facteurs d'impact par Elsevier et qui montent. Hein, d'accord ? Je ne vous parle pas de fausses revues ou de revues prédatrices. Donc là, on a des preuves sur ce phénomène. Je parle très peu des revues prédatrices. Là, vous avez M. Perron donnant une conférence et mettant des articles qu'il a publiés dans des revues prédatrices et à des fausses revues où on publie pour $80 en 48 heures sans peer review. Donc, mais cette Fortune Journal est assez populaire puisque l'autre jour, il y avait 77 articles de français dans cette revue. Pas uniquement de M. Perron, qui doit en avoir 5 ou 6 dans cette revue. Très belle étude d'une équipe parisienne sur les articles Covid dans les plus grandes revues médicales, et ce qui est en rose à droite, ce sont les articles Covid et les articles non Covid. Ils montrent deux choses, que pendant la période 2020, les grandes revues ont publié 18% de moins d'articles non Covid qu'habituellement. Donc la recherche non Covid publiée aurait baissé sur ces revues de 18%. La dynamique est variable selon les revues, qui ont publié beaucoup, et il est montré, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, que les articles originaux ont beaucoup diminué et qu'il a été publié beaucoup d'articles d'opinion plutôt que d'articles de recherche, beaucoup de cas cliniques, et les cas cliniques avaient 9 auteurs en médiane, alors que d'habitude ils en ont 4. Je passe sur tous les guides d'éthique de la recherche responsable que tout le monde connaît bien, d'accord, hein ? Et je terminerai sur deux choses. Les revues n'ont peut-être plus la primeur des résultats des recherches. Et ça, c'est un fait. Hein, je ne sais pas si c'est un problème. On confond parfois le préprint non reviewé avec la version publiée. Et on a vécu, pour certains qui sont vieux comme moi, sur la règle d'Ingelfinger de 1969, qui avait été revue aussi pour le sida en 1991, et qui partait du principe que les revues n'acceptaient pas de manuscrits s'ils étaient passés dans les médias. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais on a vécu jusqu'à pratiquement 2000, avant l'arrivée de l'électronique, au fait que les grandes revues disaient « Oh, c'est dans le journal, je ne veux pas prendre ça en charge ». Donc maintenant, les revues sont dépassées par les réseaux sociaux. Des chercheurs ont dit qu'ils ont des résultats exceptionnels. Et moi, je pense que, sans obligatoirement accuser, mais il y a une certaine complicité d'institutions, d'universités ou quoi que ce soit, mais c'est pas facile. Qui disent « La science ouverte, c'est partager les données », et qui ne sont pas capables d'avoir 53 cas de l'IHU de Marseille, qu'on ait les données brutes. Hein. Donc, si vous voulez, mais c'est pas facile parce que il se passe beaucoup de choses. Je constate qu'on dit qu'il faut les donner, mais quand on en a besoin, on les demande pas. Il y a une culture insuffisante de l'esprit critique forte. Il faut savoir qu'il y a une étude qui montre qu'en France, sur 400 internistes et infectiologues, 45% ont publié de l'hydroxychloroquine. On prescrit. La plupart disant, oui, je savais que ça ne marchait pas, mais je prescrivais quand même.
Il y a des données assez fortes, et je terminerai sur... Emmanuel voulait beaucoup de messages, mais j'en ai pas énormément. Hein. J'en ai déjà beaucoup, mais de messages pour le futur, pour essayer d'améliorer. Hein. Ce modèle auteur-payeur actuellement, où je paye pour publier, est en train de faire dériver la science, où les entreprises savantes sont en train de se vendre à des groupes marchands qui échappent aux sociétés savantes. Hein, parce qu'avant, c'était la société savante qui diffusait nos résultats. Maintenant, ce sont des groupes mercantiles. Hein. Je parle de Frontiers, de MDPI, j'ai déjà reçu des lettres pour avoir dit ça, de choses. Donc, il se passe un certain nombre de choses. Et puis, il y a aussi un dialogue de sourds entre revues et institutions. Ça marche mal entre les deux. Les institutions ne régulent pas les revues, mais c'est probablement pas leur rôle. Je vous laisse penser à l'esprit critique et je vous remercie. Un immense merci. Tu sais qu'on te protégera éventuellement corps et bien dans les situations difficiles qu'on risque de retrouver demain. En tous les cas, mille merci d'avoir observé ces dérégulations, et ça va envoyer finalement sur l'intervention de Karine Delrieux dans un instant, puisqu'elle est en charge de la communication de l'INSERM. Et c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure le CNRS avec le COMETS. Tout à l'heure, Hervé Schneves va nous parler du comité d'éthique de l'INSERM. On a des instances qui sont des instances à la fois de régulation, mais également de préconisation. On voit à quel point elles ont été aussi en difficulté par l'incapacité d'anticiper une crise de cette nature. Et puis il y a eu aussi toute la diffusion de revues prédatrices, c'est-à-dire des dérégulations même dans le système des publications. Donc le propos était vigoureux, caustique et à mon avis très constructif dans notre réflexion sur ce que doit être une ambition de bonne ou de juste gouvernance. Et je pense que tout à l'heure, dans les interventions qui vont suivre, dans la prochaine table ronde, on aura également à revoir toute cette question de l'intégrité scientifique avec Pierre Corvol, le leader qui porte ça d'une manière acharnée, qui commence à avoir un certain nombre de résultats plutôt favorables dans la communauté scientifique. On en reparlera tout à l'heure. Karine, merci d'être là. Je fais une petite confidence. En ce moment, on est en train de tourner, vous m'avez dit, des spots publicitaires pour l'INSERM. J'espère qu'ils seront éthiques aussi et incitatif pour la société. Et votre rôle est tout à fait important puisque vous êtes aussi dans l'interface entre les chercheurs, la société et puis les politiques parce que représente l'INSERM. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. C'est avec plaisir que je partagerai quelques éléments qu'on a essayé dont on a essayé de tirer le bilan à l'INSERM et après cette crise qui n'est pas complètement finie, mais cette accélération que nous avons tous vue. Monsieur, vous avez parlé de confusion, de violence aussi à l'endroit des uns et des autres et je sais que nos chercheuses et nos chercheurs INSERM ont été également la cible de brutalité verbale ou non pour avoir fait montre d'esprit critique probablement. Yazdan Pana tout à l'heure nous a montré comment essayer de produire la meilleure science dans l'urgence, de produire des essais cliniques de qualité en répondant à un rythme très accéléré, mais sans baisser bien entendu la garde sur les questions d'éthique et de bonne structuration de ce que doit être un essai clinique. Tout ceci, et moi je vais essayer de vous donner quelques éléments sur le rôle que nous pensons avoir à l'INSERM, mais avec d'autres organismes bien sûr ou universités, le rôle de guide un peu envers l'opinion publique et donc du grand public. Qui est probablement aussi celui qui a été le plus au cœur de questions, de doutes, d'inquiétudes, d'incompréhension et au cœur de cette confusion que nous avons tous vécue. L'idée, et je crois que votre propos et celui d'Yazdan juste avant, convergent vers cette ambition, et vous l'avez dit Emmanuel, de mettre notre science au service de tous, de la société, et que chacun puisse en tirer les meilleurs fruits. Nous, ce qu'on a vu à l'INSERM, et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord, c'est deux choses. C'est à la fois de répondre à l'immense attente, l'immense soif d'information, tout bêtement, de ce qu'on appelle le grand public, donc de nous tous, des citoyens lambda que nous sommes tous en dehors de nos pratiques professionnelles. Donc de répondre, d'être là et d'être à la hauteur de cette attente, et aussi de proposer. Donc on a essayé de gérer une double impulsion, c'est-à-dire de faire montre d'inventivité, comprenant bien que faire passer ce à quoi pouvait servir notre science dans ces temps de crise était plus
plus difficile que jamais, et en même temps essayer de répondre aux questions. Alors les questions de qui? Nous principalement, là je vais vous parler des questions des journalistes et donc des relais d'opinion que sont les médias, parce que nous avons tous au sein de nos institutions et particulièrement à l'INSERM quand il s'agit de questions de sciences en santé, et c'est normal, étant l'organisme de référence pour tout ce qui est recherche biomédicale, assailli de toutes les questions que chacun a pu se poser au début, au milieu, à la fin de la période critique de la pandémie, et encore maintenant, Yazdan parlait de la variole du singe, bien entendu, toute cette soif d'information que nous avons essayé, non pas d'éteindre, mais voilà, essayer d'être présent en gardant, et vous avez évoqué aussi le point, monsieur, la prudence qu'il faut quand on traite d'avancées scientifiques que nos chercheuses et chercheurs pensent avoir menées et qu'ils pensent donc pouvoir diffuser auprès de tous. Donc la prudence, parce qu'il en faut, et particulièrement quand le rythme s'accélère, et en même temps, bien entendu, de ne pas, surtout pas faire obstacle à la bonne circulation de l'information. Vous avez parlé des préprints et des revues prédatrices. Nous, on a eu affaire à beaucoup de questionnements autour de notre politique qui est de ne jamais émettre de communiqué de presse INSERM, donc avec le label INSERM, à partir d'un préprint. Et vous imaginez bien, cet exemple en temps de Covid, que ça a été une position tout à fait assumée, renouvelée par notre PDG, mais difficile à tenir tant, évidemment, le rythme s'était accéléré. On ne regrette pas, et la discussion reste ouverte, et probablement que les choses devront évoluer. Mais on ne regrette pas, nous, d'avoir tenu bon dans le fait qu'il y a une différence entre faire circuler, et c'est ce que vous avez expliqué, auprès de la communauté scientifique et auprès de chaque chercheur, chaque chercheuse qui peut s'emparer de résultats scientifiques pour bâtir et faire avancer les recherches, et la diffusion auprès du citoyen lambda, et je répète, quand je dis lambda, il n'y a vraiment aucune malveillance, mais que nous sommes tous, et en fonction des générations, dont nous savons qu'aujourd'hui la culture scientifique, la part de science dans la semaine que nous avons tous, elle va se réduisant, et donc il faut en tenir compte. Nous, on a essayé de, malgré tout, faire transmettre le maximum de choses, mais en tenant compte de là où en sont les gens aujourd'hui. Concernant la science, ils en sont un peu nulle part, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'en termes de formation de base, les choses, on peut dire, au fil des décennies, ont un petit peu décru. Et en termes d'intérêt pour la science dans le quotidien classique, bon, c'est variable, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que dans une journée normale, qui est en contact, qui a de l'appétence, qui a de l'intérêt pour un propos scientifique. Donc tout ça pour vous dire que nous, on a essayé d'aller chercher les gens là où ils étaient, de respecter le fait qu'on ne part pas a priori du principe que la science intéresse tout le monde et qu'on n'a qu'à délivrer l'information. C'est pas vrai, on essaie de faire un effort un petit peu supérieur, qui est quasiment le même effort que toutes les marques même, ou toutes les entités qui ont besoin de transmettre un message doivent faire, c'est-à-dire partir du principe que c'est pas gagné, qu'il faut se faire un chemin dans la journée de toutes les personnes pour essayer de lui apporter les éléments scientifiques que nous jugeons utiles de lui apporter. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait de l'information, et c'est ce que vous décriviez, monsieur, et quand Yazdan parlait des essais cliniques, on a évidemment beaucoup informé au sujet de ces essais cliniques. C'est une partie du travail que nous avons essayé de mener, et nous avons fait de la communication. Alors, la communication, c'est un peu différent, c'est une façon de tenir compte aussi de l'auditoire. Et donc, on a développé, on a produit, on a inventé des outils de communication destinés au plus grand nombre, bien entendu, en commençant par les réseaux sociaux, ça ne surprendra personne, et qui étaient destinés à dire ce que l'INSERM savait, répondre aux questions, éventuellement, bien entendu, redresser le tir sur ce qu'on appelle maintenant les fake news, mais qui peuvent être autant des mensonges que des imprécisions, que des incompréhensions. Et on a mis toutes nos forces, les forces du département et de l'ensemble de la direction, vers un déploiement de notre parole scientifique, mais vers le grand public, de façon communicante. Donc on a fait des vidéos, je vous renvoie à notre série qui s'appelle Canal Détox, qui est une série maintenant d'une 30aine de vidéos que nous avons mis en ligne régulièrement, qui sont aussi maintenant des billets écrits et qui sont dorénavant aussi un livre que je remettrai à Emmanuel Hirsch en sortant, qui s'appelle Fake News Santé, donc qui est préfacé par Gilles Bloch, notre PDG, et Michel Simès, voilà, qui est médecin, qui est aussi journaliste et qui est vraiment une voix pour le grand public, et pour lequel nous avons essayé
de s'attaquer à tout ce qui faisait l'opinion, toutes les inquiétudes, toutes les fausses choses que nous entendions, en apportant à chaque fois l'éclairage de l'INSERM, c'est-à-dire d'une chercheuse ou d'un chercheur INSERM et d'un expert de son terrain qui nous disait, voilà, sur l'ARN, voilà où on en est, sur la COVID, voilà où on en est, les traitements, le vaccin et toute autre chose. On a eu aussi beaucoup de questions, et on en a encore beaucoup, de nutrition, d'alimentation, de tout un tas de choses où on se dit, il n'y a pas de sotte question, il n'y a pas de point de départ interdit, et on essaye de remonter, nous, le fil et d'apporter ces éléments. Donc, cette série Canal Détox, cette initiative telle que je vous l'ai décrit là de ce livre, va aussi avec un énorme effort que nous avons fait sur notre site internet, qui est dorénavant consulté par 12 millions de personnes chaque année, pour leur mettre à disposition tout ce qu'on savait sous forme de billets accessibles, régulièrement mis à jour. Donc, ici, il y a la notion de rythme, de manière à ce que l'ensemble du champ que nous couvrons pour notre recherche soit mis à disposition de monsieur et madame tout le monde. Donc, vous imaginez l'effort aussi, vous avez dit pédagogie tout à l'heure, donc l'effort d'explicitation que ça implique, et surtout l'effervescence que nous avons, nous, eu à essayer de tenir le rythme des questions des uns et des autres. J'ai parlé des journalistes tout à l'heure, ça nous a évidemment beaucoup occupé. En 2020 et en 2021, donc on va dire les périodes les plus fortes de la crise épidémique, il y a eu 22 000 articles de presse annuels parlant de l'INSERM. C'est pour vous dire à quel point nous avons essayé de rencontrer le besoin et de nous redéployer complètement pour répondre aux questions tout bêtement des journalistes. Qu'est-ce que ça veut dire répondre à une question de journaliste? Ça veut dire accepter, pour bien sûr le département communication, mais avant tout pour nos chercheurs et nos chercheuses, de répondre dans les 3 heures, toutes affaires cessantes un peu, à cette question, parce que une question de journaliste, c'est toujours urgent. Il pense que tout le monde va pouvoir se mobiliser, et au fond, il n'a pas tort. C'est vrai que malgré tout, on est dans un rythme qui n'est pas tout à fait le même, et vouloir finalement être une ressource pour les médias, c'est accepter d'accélérer notre rythme plutôt que de leur demander de le ralentir, ce qui est quasiment impossible, et on l'a vu pendant la crise, ça aurait été peine perdue. Donc ce qu'on a fait, et on est très fiers de nos chercheurs aussi pour cette raison, bien sûr pour leur science, mais aussi pour ce que je vais vous décrire, c'est qu'on a monté en début d'année dernière, en janvier dernier, ce qu'on a appelé une cellule riposte. Bon, un bien grand mot pour vous dire qu'on a un réseau de maintenant 130 chercheurs de l'INSERM, chercheurs et chercheuses, qui acceptent toutes affaires cessantes de répondre à une question que nous leur portons, nous, département en communication, de la part d'un média généralement, mais aussi d'un citoyen lambda via nos réseaux sociaux, et d'apporter l'éclairage scientifique INSERM dans les 3 heures. Quand on dit dans les 3 heures, c'est dans la demi-journée, de manière à pouvoir être une vraie ressource. Et ça, mine de rien, c'est un énorme effort. Évidemment que, vous le savez tous, nos chercheurs ont énormément de travail et pour mener leur recherche, mais d'accepter de se plier finalement au rythme de ce qui est devenu le rythme finalement où les citoyens nous attendent. C'est un rythme complètement accéléré par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire. Cette cellule riposte aujourd'hui, et qui continue de croître, c'est des belles initiatives que nous avons réussi à prendre durant cette crise, et qui, j'espère, perdurera, parce que maintenant le pli est pris, et c'est le dernier message que je souhaitais partager avec vous. On a essayé, à côté de notre science, de vraiment bâtir un vrai label INSERM d'information scientifique de qualité pour tout le monde, pour tout citoyen, pour tout média. Et ça commence à marcher, c'est-à-dire que maintenant, on voit de plus en plus de médias, et je ferai un petit point aussi sur quel type de médias c'est important, qui avant d'écrire leur papier, de faire leur émission radio ou télé, prennent la peine de passer un coup de fil en disant, voilà, sur ce sujet, est-ce que vous avez une réponse d'un de vos chercheurs à nous apporter? Ce qui est vraiment déjà une victoire. Après, la plus souvent, on y arrive, parfois non, mais déjà cette idée qu'ils vont consulter INSERM ou d'autres. Là, moi, je parle de l'INSERM, mais bien entendu que les collègues d'organismes ou d'universités ont réussi aussi à faire entendre leur voix et apporter une forme de crédibilité dans ce brouhaha. Petit à petit, nous, on a vu les médias changer, et je tiens aussi à leur rendre grâce. On est souvent prompt à les critiquer, et quand on dit les grands médias, les médias qui font du volume, les marques de notre quotidien, que peuvent être les TF1, les BFM. Moi, c'est avec cela qu'on a essayé de travailler le mieux, de nouer des partenariats, ce qu'on a fait avec l'INSERM, avec TF1 et LCI, parce qu'on s'est dit que c'est là que sont les gens, donc il ne faut pas non plus se cantonner aux médias dont peut-être notre communauté a le plus l'habitude, voilà. Nous, on est dans les médias populaires, et on essaye, populaire au sens technique du terme, c'est-à-dire pour
pour tous, de transmettre notre parole comme ceci. La dernière chose qu'on a vue aussi, c'est, parce qu'il n'y a pas que des réussites, là c'est l'aspect positif des choses, on a comme tout le monde eu beaucoup maille à partir avec les voix dissonantes, parfois des faussaires, hein, tout bêtement, mais aussi des gens qui prenaient les plateaux télé comme des moments aussi de déployer un ego plus qu'un propos scientifique. On a eu notre lot à l'INSERM comme partout. Pour ça, la réponse est que on a beaucoup travaillé avec les rédactions des médias pour leur indiquer que la parole INSERM, c'est une parole qui a recueilli l'aval du collectif scientifique. C'est ça, une parole scientifique de qualité. Donc, que généralement, les paroles individuelles de ce type n'avaient pas recueilli le collectif, donc n'étaient pas des paroles de l'INSERM. Donc, nous, on a bien fait attention, essayer de faire valoir le fait que dire que c'est une parole INSERM, ça se mérite, et ça mérite donc du temps de travail avec les collègues, et que ceux qui ne prenaient pas la peine de le faire ne correspondaient pas à une parole INSERM. Voilà. Bon, ça règle pas tout, mais ça permet aussi d'installer un dialogue avec les médias qui, là aussi, prennent la peine maintenant de dire, bah voilà, on aimerait inviter telle personne sur ce sujet. Est-ce bien un expert de la question? Non, pas du tout. Très bien. Je vous propose une autre personne qui pourra éventuellement répondre à vos téléspectateurs. Donc voilà, on essaye aussi de, petit à petit, et honnêtement, encore une fois, je trouve que les médias il y a eu 2 temps, quoi. Il y a eu la sidération, les premiers mois de la crise, où c'est vrai que tout et n'importe quoi pouvait sortir. Et je trouve que assez vite, quand même, il y a eu un tout petit peu plus d'ordre dans la façon dont ils avaient de gérer les questions. On a, pour que vous sachiez aussi, nous, mis en place une réflexion, d'autres organismes l'ont menée aussi, en interne avec nos chercheurs, qui aboutira avant la fin de l'année sur qu'est-ce que c'est qu'une parole publique, médiatique, scientifique de qualité. Et donc on s'amène, on amène tout doucement l'organisme à produire classiquement une charte de la parole, donc de l'INSERMien dans les médias, et quels sont les guidelines sur lesquels il peut s'appuyer pour être sûr que sa parole sera utile, en fait, tout bêtement, aux citoyens, et n'ajoutera pas au brouhaha, et plutôt sera éclaircissante que embolisante. Voilà pour les quelques éléments, et je répondrai, quand ce sera le moment des questions, avec grand plaisir à toutes vos questions. Tiens, grand témoin, elle intervient dans la prochaine table ronde. Donc on va ouvrir à la discussion, et comme tout à l'heure, si ça vous dérange pas de vous rapprocher de l'ordinateur, j'avais juste une ou 2 observations par rapport à votre intervention, Karine, qui est importante. D'abord, on se rend compte que au-delà des questions d'éthique de la recherche, les valeurs et la légitimité, la crédibilité des institutions sont engagées. Surtout quand ils ont une portée nationale, voire internationale, comme c'est le cas de l'INSERM. Donc, une question que je voulais vous poser, est-ce que ça vous a interrogé sur les valeurs dont vous étiez garant? Est-ce qu'elles ont été entamées ou pas? Est-ce que vous avez gagné ou perdu en crédibilité? C'est des questions qu'on peut se poser. Une deuxième question, mais elle est ouverte aussi à toi, Hervé. Une deuxième question, est-ce que vous avez pensé dans votre retour d'expérience associer la société civile, un retour d'expérience pour savoir comment elle avait perçu l'information, et surtout comment elle se l'était appropriée, puisque finalement ce qu'on a observé, c'est une science en construction, une connaissance ou des savoirs en construction, dans un contexte de direct, de visibilité, puisque finalement la science, elle se fait quelquefois, comme vous l'avez dit, entre scientifiques, et c'est au moment où la publication est faite, on commence à avoir une interaction avec la société qui est directement concernée par les résultats. Donc c'est un autre point que je voulais poser. Et puis ça a été posé, j'imagine que tout à l'heure dans la table ronde ça va être posé, c'est la question de la responsabilité politique, j'allais dire, dans la gouvernance d'une crise de cette nature. Parce qu'on a vu que les décisions scientifiques ont un impact direct, non seulement sur le moral de la société, mais même sur le moral de la démocratie. On peut se dire qu'un certain nombre des événements qu'on vit aujourd'hui dans la crise de la démocratie peuvent être liés à la manière dont on a géré, ou bien ou mal, la pandémie, avec une crise effectivement de la représentation. On ne va pas refaire le programme de ce qui s'est passé. Donc toutes ces questions, qui sont des questions éminemment importantes, me semblent conférer aux organismes scientifiques comme le CNRS, l'INSERM et d'autres, et vous avez évoqué les universités, une responsabilité comme jamais,
à tenir compte de ce qui s'est passé en termes d'acquisition, pas uniquement par rapport à une crise sanitaire qui va se reproduire ou quelque autre crise à laquelle on va être confronté, mais par rapport à une gouvernance dans une société démocratique qui est peut-être en demande d'un autrement, notamment dans la relation science-société, qui est un peu la transverse de notre réflexion sur une gouvernance démocratique de la recherche. Voilà, donc beaucoup de questions, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais quelle est l'interaction et surtout quel type d'initiative on prend aujourd'hui à l'INSERM, qui pour nous est un modèle et une référence indispensable. Merci beaucoup et je laisserai M. Maisonneuve et Yazdan bien sûr répondre à... Ah oui, il aura le... C'est vrai. C'est vrai, vous m'entendez, oui. Bon, vos questions sont très difficiles et sont voilà, toutes celles qu'on s'est posées durant toute la prise. Alors comment on s'en sort nous? Quelle est l'appréciation que l'on pense devoir porter sur nous-mêmes et sur notre parole INSERM? J'ai eu des retours des mots, mais je fais confiance aux chiffres pour ça. L'important pour nous, c'est qu'on nous pose la question, demander à l'INSERM. Et après, d'être en capacité de produire la réponse. Le pire pour nous, c'est de ne pas être consulté et que finalement, on ne pense même pas qu'il y aura des éléments possiblement intéressants qui peuvent être apportés à chacun par l'INSERM. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2 ans, donc début de crise et aujourd'hui, on a plus de 3 millions de personnes qui consultent nos dossiers d'information sur toutes les pathologies ou les techniques scientifiques sur notre site. Nous avons plus de 60 000 personnes qui nous suivent sur Twitter. Nous avons 3 millions de personnes qui ont vu nos vidéos Canal Détox. Nous avons nombre de sollicitations pour participer dans les médias et je vous le disais tout à l'heure, dorénavant, depuis 2 ans, un peu moins de 25 000 articles de presse qui nous mentionnent. Tout ça pour vous dire, c'est pour se dire, ce qui est important, c'est le volume de présence. Et on s'est dit que on a bien sûr tous les retours des journalistes, des médias qui nous disent en fait, s'ils ont quelque chose à saluer dans ce qu'on essaie de faire, c'est la réactivité. Donc l'effort extrême que c'est de mettre notre science au niveau du besoin des gens. Et le besoin des gens, c'était des réponses tout de suite. Exactement ce que nous n'avions pas, tous, collectivement. Des réponses claires et tout de suite. Donc on était dans des débuts de questions, vraiment tout sauf clair, et pour dans quelques mois. Donc on a essayé, nous, de tordre nos pratiques pour non pas apporter ce que nous n'avions pas, mais au moins dire, voilà où on en est, voilà ce que ça pourrait donner, voilà combien de temps il faudrait patienter pour avoir telle réponse à votre question, mais par contre, voilà, cette recherche, elle pourrait nous amener. Donc, essayez au moins d'être là et d'être présent dans une forme de dialogue. Donc ça, je pense que c'est à notre crédit, collectivement. Ça nous a complètement changé, nous, dans les pratiques. Qu'est-ce que c'est que de fabriquer une science à portée de tous? C'est complètement mettre notre parole ailleurs par rapport à là où on la mettait. Donc les réseaux sociaux, maintenant, c'est plus une question, c'est notre destination première, je pense. Je vous prends un exemple, notre PDG avait l'habitude de faire quelques interventions dans les médias de façon régulière, plutôt institutionnelle. Il a passé 2 ans à faire des interventions très très fréquentes dans des médias pour lesquels il n'avait jamais l'habitude d'aller, donc des matinales de grandes radios, des émissions télé, et comme je vous le disais, toutes, vraiment là où sont les gens, donc des émissions qui font du volume. Et ça, c'est juste un exemple pour vous dire, tout le monde s'est plié au nouveau rythme, et c'est un travail énorme parce que ce n'est pas la même chose de passer une demi-heure sur France Culture dans l'émission dédiée à la science et à la méthode scientifique et à la controverse que d'être sur BFM et d'avoir 2 minutes pour expliquer en fait si oui ou non c'est bien de mettre un masque. Donc pour vous dire, on a tordu nos pratiques, et quand j'entends les questions de science et société telles que vous les avez reformulées aujourd'hui, et c'est heureux, nous habitent là tous quotidiennement, je crois qu'il faut qu'on inverse un petit peu nos énergies, qu'on parte de là où sont les gens et qu'ensuite on les amène, mais petit à petit, avec beaucoup de patience et beaucoup d'ingéniosité, je crois, et d'effort, à rentrer dans l'univers scientifique. Et pas l'inverse, finalement. On ne peut pas arriver en disant, ben voilà, on va vous expliquer en fait comment ça marche la science, comment il y a une réponse, puis une autre, et puis quelqu'un d'autre qui bâtit sur cette réponse. En fait, les gens n'ont pas le temps, c'est pas possible de continuer de raisonner comme ça. C'est ce qu'on a compris, nous, à l'INSERM, et qu'il fallait qu'on évolue. On essaye, c'est difficile, et encore une fois, moi, je tire mon chapeau aux chercheurs, parce que c'est pas tout à fait dans ces contextes-là qu'ils ont appris à transmettre leur science. Pour le reste, donc, je vais laisser Monsieur Maisonneuve, bien sûr, répondre.
L'importance de notre science dans la décision publique nous a honorés et obligés. Bien sûr, on a vu, et on l'a vu, moi je prends un exemple, les modélisations qui ont été très importantes au sein du Conseil scientifique et qui ont été produites par certains organismes dans le nôtre, des modélisations importantes sur les impacts des décisions publiques pour réussir à faire avancer la société, pour réussir à maintenir ou pas les écoles ouvertes, pour réussir à confiner, déconfiner. Ces modélisations-là ont été des atouts énormes et on a mesuré l'importance que ça avait de pouvoir fournir ces éléments à la décision publique. Et je crois que là aussi, nous sommes tous très conscients du fait que quand la science parle et qu'elle est écoutée, on a intérêt à ce qu'elle parle clairement et qu'elle parle de façon collectivement assumée. Voilà, donc nous, on est très heureux quand je mets de côté toute cette terrible période qui a été avant tout de la souffrance, des décès, des angoisses. On est heureux, nous, pour la science, qu'on ait réussi à peu près collectivement, malgré les débuts quand même assez difficiles, malgré le brouhaha, malgré la confusion, malgré certains couacs qui demeurent, malgré probablement certains qui ne croiront jamais en la parole scientifique. Nous, en plus, on cumule, on est double peine. On est à l'INSERM parole scientifique et parole publique. Autant vous dire qu'on part d'un terrain qui s'est un petit peu complexifié ces derniers temps. On est heureux de se dire que malgré tout, il y a un élan de la société et on nous demande encore des choses et des comptes aussi. Et tant mieux, mais au moins on fait un crochet par... Bon, alors sur ce sujet, qu'en pense l'INSERM? Et ça, tant qu'il y a ça, nous, on a de l'espoir de pouvoir travailler correctement. Merci. Non, j'ai pratiquement rien à rajouter, sauf que je suis bien d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'ai observé aussi une autre chose qui est parallèle. J'aurais souhaité que ce que vous avez fait, toutes les sociétés savantes le fassent. Parce que quand vous regardez la présence des sociétés savantes, j'ai regardé pas mal, les sociétés savantes, c'est exceptionnel ce qu'elles ont fait pour leurs membres. Vous allez sur les sociétés de réanimation, de pneumologie, ils ont même mis en ligne des choses qui sont assez surprenantes, que ce soit gratuit. Vous avez des trucs sur les sociétés de réanimation, vous attendiez pas à voir ça gratuit un jour. Avant, c'était réservé aux membres qui payaient. Donc, elles ont fait énormément pour leurs membres, mais elles auraient dû faire votre démarche parce qu'elles n'ont pas parlé au public, les sociétés savantes. Elles ont laissé aller sur les plateaux des gens qui n'étaient pas ès-qualité représentants de sociétés savantes, et je pense que c'est un problème. Il n'y en a qu'une qui a fait quelque chose d'extrêmement important, c'est la Société française de pharmaco et de thérapeutique, qui a fait 190 questions pour le grand public ou quoi que ce soit. Ils ont fait un travail de fou, ils travaillaient nuit et jour. Mais qui est au courant de ça ? Vous les connaissez, les 190 questions qu'ils ont fait sur le Covid de pharmaco et tout? Non, donc il y a un problème de canaux, et je pense que vous êtes assez d'accord avec ça. On voit bien, moi j'ai été beaucoup consulté par des journalistes, j'ai pas voulu aller à beaucoup d'autres choses. On vous appelle à midi, on vous dit vous venez au plateau à 15h, et vous dit c'est pourquoi, il verra. Donc moi j'ai toujours refusé. Mais la plupart des gens, ils y vont, ils savent pas pourquoi ils vont sur le plateau. Et puis ils sont pris par des questions qui sont pas dans leurs compétences. Et soit ils disent « j'ai rien à dire », soit ils parlent. Vous êtes d'accord avec ça? Merci de cette analyse et de cette prudence, de cette sagesse qui t'honore. Mais en contrepartie, tu as aussi tes engagements, puisque tu dis que tu es menacé quasiment physiquement par des violences et des insultes. Merci en tous les cas. Alors on va ouvrir à la discussion, mais je reprenais juste par rapport à ce que tu as dit. Si ces sociétés savantes nous écoutent, elles pourraient très bien organiser des débats de concertation, en tous les cas, avec la société. Je prends un exemple, la priorisation. Prenons l'exemple, les sociétés comme l'ASFAR, enfin les sociétés de réanimateurs, sont beaucoup intervenues, ont sorti aussi des documents de grande qualité, en interne, mais qui ont eu un écho public à travers leurs représentants. Ce ne serait pas anodin aujourd'hui de se dire... Retour d'expérience, est-ce qu'on a priorisé selon les normes qui convenaient, d'ouvrir ça aussi à la démocratie en santé, c'est-à-dire d'associer les associations. Alors j'ai bien compris tout à l'heure les réticences qu'on peut avoir sur la représentativité des associations, mais il est peut-être un temps venu pour qu'on fasse un retour d'expérience sans culpabiliser les uns et les autres, dans un contexte où il y a quand même aussi beaucoup de personnes endeuillées
qui se demandent de quelle manière est mort l'être cher. Donc tous ces éléments, je ne dis pas que ces éléments pénibles pour une société, mais un minimum de loyauté, un minimum de transparence. Tout à l'heure, en ouverture, Virginie nous a évoqué tous les concepts de l'éthique biomédicale, l'intégrité, la loyauté, la transparence, enfin tous ces éléments méritent en tous les cas d'être convoqués. Donc il est temps, pour ces sociétés savantes que tu invoquais, qu'elles fassent ce travail direct vis-à-vis de la société. On a quelquefois le sentiment qu'il y a des arbitrages et des enjeux qui échappent à la sphère publique, et on voit ensuite les retombées que ça peut avoir dans l'incompréhension de la société par rapport à des décisions qui sont prises ou pas prises. Alors peut-être qu'on va ouvrir à quelques éléments de discussion. N'hésitez pas, ne faites pas les timides. On a un quart d'heure pour discuter. Voilà. J'aurais dû citer l'Académie de médecine. Ah oui, d'accord. Mais il y a eu beaucoup de sociétés qui sont intervenues. L'Académie nationale de médecine est effectivement intervenue d'une manière tout à fait récurrente. Si tu veux, mets-toi à ma place, ça sera beaucoup mieux. Oui, je ne vais pas rester très longtemps. Déjà un deuil de l'éthique, Bon. on la retrouve. Alors, je suis désolé. Mets-toi là ici. Oui, donc Gilles Raguin, ma question est pour Hervé Maisonneuve, parce que, bon, le constat est accablant, mais finalement, comment on sort de là? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut simplement considérer que l'avenir est fait d'un accès très ouvert à ce que les chercheurs vont produire, et que on peut imaginer de trouver quelques contre-feux, mais il faut vivre avec, puisque c'est une des questions, une des propositions qu'on fait à propos de la présence du virus? Ou est-ce qu'on peut imaginer que se mettent en place des entités, je dirais, des entités indépendantes? J'essaye d'imaginer les choses citoyennes, au sens du citoyen savant ou du scientifique citoyen, qui puisse exercer une espèce de contrôle citoyen, puisque il paraît difficile, voire impossible, dans le paysage actuel de la production scientifique, d'obtenir de la part des revues commerciales existantes ou des institutions qu'elles exercent cette fonction de régulation. Autrement dit, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir, ou est-ce que c'est simplement quelque chose dont on doit constater l'existence et s'adapter? Je te reste un instant. Je n'ai pas la bonne réponse. Je constate un certain nombre d'évolutions qui se passent ou quoi que ce soit. Le réseau de 149 académies des sciences dans le monde est en train de réfléchir à quelque chose de très ambitieux qui serait une accréditation des revues, une espèce de guide Michelin. C'est extrêmement complexe. Je pense qu'il faudrait que les institutions et les universités réagissent un petit peu à cette vente de l'entreprise savante à des sociétés privées de publication qui ont échappé aux sociétés savantes ou aux organismes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les revues de sociétés savantes sont vraiment menacées. Elles sont menacées par les groupes Frontières, CMDPI, qui rendent un service dont les chercheurs sont très contents, parce qu'en 3 semaines, ils payent et ils publient. Donc là, il se passe un certain nombre de choses, mais je ne vois pas comment immédiatement réguler ça, sauf peut-être la position du CNRS qu'on pourrait discuter, qui dit qu'il ne faut plus payer pour publier. Vous avez vu, il y a un comité du CNRS. Alors ça pose d'autres questions derrière tout ça. Moi, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, oh les cons, d'accord. Puis en réfléchissant, je me dis, c'est quand même eux qui ont raison. Il faudrait peut-être revoir. Alors certains disent, il faudrait que les institutions universités reprennent les revues en main, parce que les sociétés savantes sont perdues. Oui, l'idée est bonne, oui, mais je pense que c'est pas le métier encore aujourd'hui d'une université de faire des revues, parce que c'est un métier qui va au-delà. L'université croit qu'elle va prendre la revue parce qu'elle sait faire le peer review. Oui, c'est vrai. Mais une revue, c'est iPad, c'est le marketing, c'est des tas de choses qui sont des métiers qu'il faut qu'elles apprennent. Oui, Carole. Oui, je vais m'asseoir, c'est bon, je vais m'asseoir. Je suis grande. Non, j'avais une question à propos de la communication. Ah ouais, mais c'est bon, je suis connue. Carole Dufouil, Bordeaux, INSERM. Ouais, Carole Dufouil, réputée à l'INSERM. Non, moi j'avais une question sur la communication, parce que je trouve, donc vous dites que vous avez un vivier de chercheurs, et je trouve que effectivement les choses se sont améliorées au fur et à mesure de la crise, mais est-ce que vous avez formé les gens à discuter, au moins briefer les gens à discuter de leur expertise?
Parce que je trouve que je suis épidémiologiste. Et je trouve que les épidémiologistes à l'INSERM ont fait beaucoup de politique et ont discuté notamment au-delà. Enfin, un épidémiologiste, il commente les chiffres, il commente les résultats des études, mais il ne doit pas dire il aurait fallu confiner de là, il faudrait fermer tout, parce que une épidémie, c'est bien plus compliqué qu'une courbe. C'est les écoles, on le voit, la conséquence sur la santé mentale. Et du coup, je voulais savoir si vous avez un peu formé les gens ou guidé les gens à communiquer sur leurs compétences. Et sinon, il faudrait peut-être que certains indiquent aussi leur point de vue politique en termes de conflit d'intérêts, parce que je pense qu'il y a des aspects comme ça qui font qu'on va parfois au-delà de son domaine de compétences. On va répondre, et ça sera la dernière intervention de cette table ronde, mais je vois déjà William Dab qui est en train de gratter ce feuillet. Je suis sûr que sur ce sujet, l'expert que tu es va pouvoir en dire beaucoup tout à l'heure dans la table ronde qui va suivre après notre pause café, qui nous permettra de nous remonter un petit peu notre taux de glycémie, ou de baisser, ou de monter en tous les cas, de nous retrouver en capacité de répondre à la deuxième partie. Je donne la parole. Quelques éléments de réponse, pas tout, mais oui, bien sûr. Comme je vous disais, c'est difficile d'aller dans les grandes émissions, dans les grands médias, et d'être clair et d'être utile. Donc, bien sûr, on a des médias training très poussés que nous proposons à l'ensemble des chercheurs qu'ils souhaitent, et surtout ceux dont on voit qu'ils sont les plus sollicités. Donc ça. Ensuite, votre deuxième point, il y a, si vous voulez, ce qu'on organise, que l'on cadre, les impulsions qui sont gérées par l'INSERM, par le département communication, par la direction générale, et puis il y a le reste. Donc le reste peut nous échapper, le reste nous a échappé, continue de nous échapper régulièrement, c'est la vie. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que la voix de l'INSERM soit perceptible, et que quand il y a des voix un peu plus fortes que d'autres, trop fortes, ou qui effectivement restent dans leur champ scientifique, mais peut-être ont des propos un petit peu plus larges par rapport à ce que doit être la part scientifique. Voilà, soit il y a des informations à redresser, on le fait, soit effectivement on essaye de modérer, mais vous savez comme moi qu'on est une communauté vivante où on ne peut pas non plus prétendre, c'est même pas tout contrôlé, c'est voilà, le volume sonore qui est émis n'est pas toujours contrôlable. Écoutez, en tout cas on fait des efforts, tout n'est pas gagné, mais ce qui est important, et vous avez parlé des épidémiologistes qui bien sûr ont tous été très sollicités, c'est heureux, c'était quand même la parole intéressante du moment. On se rend compte que malgré tout, si vous tirez le bilan de 2 ans, les paroles ont convergé à un moment, et même si on en a entendu plus certains que d'autres, il y a quand même un effet collectif petit à petit. On va interrompre cette table ronde qui va être prolongée par la suivante, mais je reste quand même sur des points. Vous savez, on est très sensible à des éléments de langage, mais une des questions de fond, à mon avis, de la gouvernance, c'est la liberté du chercheur par rapport à sa responsabilité. Et c'est vrai que c'est un travail sur lequel se penche souvent Frédéric, la liberté du chercheur et de la recherche dans une démocratie. C'est un enjeu, à mon avis, fondamental. Ça, c'est un point à prendre en considération. Et tout à l'heure, Jean-François Delfraissy évoquait, je crois, les travaux préparatoires à une pandémie, notamment dans le cadre du H1N1. Et si vous regardez les textes, notamment de l'OMS, ils sont très attentifs à la qualité de l'information du grand public, et non seulement de l'information, mais de la capacité pour les gens de s'approprier les savoirs. Et dans les textes, il est dit que ça détermine la relation de confiance, non seulement avec la communauté scientifique, mais avec l'État dans sa capacité de décider quelquefois d'une manière très restrictive, très contraignante par rapport à des enjeux supérieurs de santé publique. Et là, on peut quand même dire qu'il y a tout un champ de réflexion à mener sur comment rétablir d'abord une relation de confiance. On l'a vu également avec certains professionnels qui ont été mis en cause dans leur pratique parce qu'ils étaient dégradés, et par des gens qui n'ont pas eu le sentiment de bénéficier des soins qu'ils auraient eu en pratique normale. Donc il y a toute une crise à épurer d'une certaine manière, sans être négatif vis-à-vis de ces professionnels. Mais je pense qu'il y a un travail d'acculturation, et c'est introduire un peu le propos du président de la table ronde suivante, qui est Pierre Corvol, sur aussi l'éthique de la recherche du point de vue de la formation, d'une manière très théorique
et très compétente des différents acteurs qui souvent se pensent exonérés de toute préoccupation de ce point de vue-là. Et ça pose, et j'en termine parce que vous n'avez pas répondu à la question, et je comprends pourquoi aussi, parce que vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, et ça serait peut-être à votre PDG de répondre, mais ça interroge les valeurs d'une institution, ça interroge les valeurs de l'université, la hiérarchisation des choix. Bref, il y a tout un ensemble de questions qu'il est difficile peut-être de poser aujourd'hui dans un contexte de fragilité de nos institutions, de la recherche, en termes de moyens. J'ai oublié d'excuser la précédente présidente de l'université Paris-Saclay, qui aurait un bonheur d'ouvrir cette séquence ce matin, parce qu'elle est très très engagée sur ces questions d'éthique de la recherche et d'intégrité, qui est maintenant ministre, et on attend beaucoup d'elle, de notre Sylvie Retailleau, qu'elle porte haut et fort, ce qui a permis d'ailleurs à l'université, et aussi à l'ancien, enfin à l'époque au PDG de l'INSERM quand il était président de Paris Sud, Paris-Saclay, de porter un projet comme Politis. Voilà, on se donne quelques minutes de pause café et on se retrouve avec plaisir pour la table ronde que présidera Pierre Corvol. Merci à toutes et à toutes de votre attention.